Chers étudiants, bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais présenter le dernier chapitre du module acquisition de données que j'enseigne pour les deux licences professionnelles instrumentation et système et énergie renouvelable et procédés. Pour le déroulement de cette séance, nous allons suivre ce plan. Dans lequel je vais présenter déjà le principe de ce chapitre qui traite sur l'échantillonnage et la conversion analogique numérique. Donc on va voir ensemble ce que c'est qu'un échantillonnage. Et ensuite, je vais consacrer la deuxième partie pour parler de ce qu'on appelle le spectre d'un signal échantillonné. Alors le terme spectre et signal sont de nouvelles notions, surtout pour les étudiants de la filière énergie renouvelable et procédés. Donc je serai amené à donner quelques éclaircissements là-dessus, notamment sur les principes de base du traitement du signal. Bien sûr, je ne vais pas tout traiter. Ça sous-entend bien sûr que les étudiants de la licence instrumentation et signal ont déjà eu un cours là-dessus. Et donc, ils seront aisément capables de comprendre cette partie. Néanmoins, je pourrais bien sûr, je serai amené plutôt à expliquer en détail certaines notions dont nous aurions besoin pour comprendre le spectre d'un signal échantillonné. Bien. Alors, l'échantillonnage, comme le terme l'énonce, il s'agit du principe de prélèvement d'échantillons à partir d'une tension variable en fonction du temps. Donc, pour la suite du cours, je vais plutôt parler de signal parce que c'est le terme le plus adéquat quand nous allons traiter le spectre. Mais aussi un signal, ça généralise toutes les grandeurs que nous pouvons mesurer en fonction du temps. Voilà. Donc si nous partons d'un signal ou d'une tension variable dans le temps, donc c'est ce que je représente sur cette courbe, on voit que son évolution est continue en fonction du temps. Bien. Alors maintenant, si je veux prélever des échantillons, le principe est simple. Si je fais passer cette tension à l'entrée d'un circuit qui est composé tout bêtement d'un interrupteur commandé, mais c'est un interrupteur qui est commandé à des périodes égales, c'est-à-dire qu'il se ferme à des instants bien précises, c'est-à-dire des intervalles égaux. Voilà. Donc, quand vous voyez, quand je ferme quand je ferme l'interrupteur à un instant TE, la tension de sortie VEC, que j'ai noté conformément au terme échantillonnage, va être égale à la tension T. Donc ici, sachant que la fermeture de l'interrupteur va être brusque. Et donc, si je divise le temps en des intervalles égaux d'une période TE, premier échantillon, il est prélevé à l'instant TE. Donc je ferme l'échantillon brusquement, je ferme l'interrupteur brusquement et puis j'ouvre. Donc je prélève la valeur V de T correspondant à l'instant TE. Donc quand l'interrupteur est ouvert, la tension VEC, on dit qu'elle est nulle ou bien absente. C'est-à-dire que pas de valeur VEC de T. Jusqu'au prochain instant TE, où je vais prélever le deuxième échantillon. Donc à ce moment-là, je vais refermer l'interrupteur brusquement et je vais le réouvrir. Et ainsi de suite, je continue à prélever les échantillons de mon signal à des intervalles égaux. Voilà. Donc à la fin, j'obtiens une série de valeurs correspondant à des instants multiples de la période TE qu'on va appeler période d'échantillonnage. Bien, donc le circuit qui permet de faire ou bien de réaliser cet échantillonnage, donc on connaît grosso modo deux circuits qui sont largement utilisés.
c'est l'échantillonneur bloqueur et l'échantillonneur moyenneur. Donc ici, je ne vais pas traiter le circuit échantillonneur moyenneur parce que les étudiants auront quand même besoin d'un certain bagage de traitement de signal pour comprendre l'intérêt et la différence entre les deux. Donc je vais me contenter pour le moment de présenter le circuit échantillonneur bloqueur. Donc le problème, le circuit, déjà, bon, juste avant on a présenté le principe d'échantillonnage en utilisant un interrupteur, mais le problème réside dans l'étape qui va venir après l'échantillonnage, parce que le principe c'est ça. Il faut prendre un échantillon et le donner au circuit de conversion analogique numérique qu'on verra dans la prochaine séance. Alors, le circuit de conversion analogique numérique nécessite un certain temps pour traiter chaque information. Par exemple, à l'instant TE1, d'accord, premier instant, je donne la valeur VE1, d'accord, V échantillonné numéro 1. Le circuit de conversion analogique numérique reçoit cette information et il a besoin d'un certain temps de traitement afin de convertir sa valeur analogique vers une série numérique. Alors, si nous examinons, par exemple, une valeur échantillonnée indice I, voilà. Donc, si je fais un zoom ici, je vais constater que quand même la valeur échantillonnée s'étale sur un laps de temps. C'est ce qui correspond à l'instant de fermeture de l'interrupteur. Et là, par exemple, si je prends taux égale 1 milliseconde, j'exagère ici parce que les temps de fermeture d'un interrupteur sont largement infinitésimales. Et donc, ici, si taux égale 1 milliseconde et que mon convertisseur analogique numérique nécessite, par exemple, 2 à 3 millisecondes pour la conversion de cette valeur en une série numérique, eh bien, je vais constater qu'au bout d'une milliseconde, j'ai perdu la valeur de VECI. Ah, et donc, si je perds cette valeur, le convertisseur analogique numérique ne pourra pas réaliser l'opération de conversion convenablement. Et donc, l'idée est de maintenir cette valeur le plus possible afin que le convertisseur analogique puisse faire son travail correctement, si vous voulez. Voilà. Idéalement, on va essayer de maintenir cette valeur pendant toute la période TE. Voilà. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Je vais prendre la valeur de l'échantillon à l'instant, par exemple, 1, et je vais mémoriser cette valeur durant le processus de conversion analogique numérique. Il faut bien sûr être astucieux afin que quand je passe à l'instant suivant, il faut que la valeur de l'indice précédent ne chevauche pas avec la valeur de l'indice suivant. Et donc, à l'instant par exemple 2, il faut plutôt que je prenne le deuxième échantillon et que je maintienne sa valeur jusqu'au troisième instant. Et donc, quand on parle de mémorisation d'une valeur, qui est bien sûr analogique, il faut maintenir cette tension pendant un certain temps. Donc, le composant qui permet d'effectuer ou bien qui peut assurer cette tâche, c'est une capacité. Donc, en effet, si vous voyez sur ce circuit, quand je ferme l'interrupteur, eh bien, le condensateur va être chargé avec une capacité qui est équivalente à la tension V de T, qui est aussi la valeur échantillonnée à l'instant T. Et donc, quand je vais ouvrir l'interrupteur, eh bien, la capacité va maintenir cette tension pendant un certain laps de temps, d'accord ? Puisque on va partir du principe de décharge d'une capacité. Et donc, on a l'intérêt que la décharge de la capacité soit très lente afin de maintenir le plus possible la valeur de la tension VE de C de T.
Alors ici, deux problèmes peuvent se présenter. Alors d'une part, avant le condensateur, c'est-à-dire avant le circuit d'échantillonnage, si vous vous rappelez, le chapitre précédent, nous avons affaire au filtrage qui vient juste après l'amplification d'instrumentation. Et donc ce filtre présente une certaine impédance. D'accord? Ça d'une part. D'autre part, vous avez la résistance de sortie, d'accord, de ce circuit, bon, qui peut avoir une conséquence sur la tension V de T. Donc là, on aura peut-être un problème de chute de tension. Ça s'appelle résistance de sortie de l'étage avant cet échantillonneur. Et donc, l'objectif étant de réduire cette résistance de sortie afin qu'il n'y ait pas de résistance entre l'étage capacité et l'étage du circuit qui vient avant. Bien évidemment, pour assurer une décharge très lente de la capacité au niveau de l'entrée du convertisseur analogique numérique, il faut bien que la résistance d'entrée de ce dernier soit la plus grande possible. Voilà. Et donc ici, comme je viens de le dire, ce sont les inconvénients, la décharge, etc. Et puis les montages en amont et en aval de l'échantillonneur peuvent présenter chacun une résistance. Et donc, le principe, avant la capacité, la résistance doit être au maximum nulle. Et après le condensateur, la résistance doit être au maximum, c'est-à-dire doit avoir une valeur maximale. Ce qu'on peut réaliser grâce à ce montage. Donc ici, vous avez entre le condensateur en amont et en aval deux montages à base d'amplificateur opérationnel en mode suiveur. Donc ici, la tension V de T est mise à l'entrée du montage suiveur, donc ce qui permet d'avoir une tension à la sortie de cet étage qui vaut exactement V de T, d'où le nom de ce montage. Voilà. Alors, le principe des montages à base d'amplificateurs opérationnels, c'est qu'ils présentent des résistances en sortie quasi nulles. Donc ça permet de solutionner le problème. Après, si vous regardez, vous avez la capacité qui est branchée sur l'entrée plus du deuxième montage amplificateur opérationnel et, comme vous savez, la valeur du courant à l'entrée aux deux entrées de l'amplificateur opérationnel sont nulles. Et donc, ici, on garantit que la résistance de sortie, c'est-à-dire la résistance à l'entrée de l'amplificateur est soi-disant infinie. Et donc là, ça permet une décharge ou bien quasiment pas de décharge au niveau du condensateur, ce qui permet de maintenir la valeur échantillonnée et donner suffisamment de temps au convertisseur analogique pour qu'il puisse convertir correctement cette valeur. Bien. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie qui est très intéressante. Donc ici, il s'agit du spectre d'un signal échantillon. Ou bien, je vais parler généralement du spectre. Alors, le spectre, quand on parle du spectre, automatiquement, on parle de la notion de fréquence. Parce que les signaux que nous traitons contiennent des informations très importantes qui sont liées étroitement aux fréquences. Voilà. Donc, pour illustrer un petit exemple en parlant, donc vous avez eu peut-être l'occasion de le voir donc dans votre cursus avant. La lumière visible se compose de 7 lumières. D'accord? 7 couleurs de lumière. Chaque couleur est caractérisée par une longueur d'onde. Alors, quand on dit longueur d'onde, on dit fréquence. Et donc là, on voit que la lumière visible contient 7 fréquences. Mais quand on voit la lumière visible, elle a une couleur blanche. Donc à ce moment-là, on ne peut pas détecter les 7 longueurs d'onde ou bien les 7 fréquences qui sont à l'intérieur de cette lumière. Et donc, il faut faire un traitement, ce qu'on appelle spectral. D'accord? Il faut analyser le spectre, c'est-à-dire prendre l'information qui est lumière et la projeter dans un espace de fréquence où là, on peut détecter les 7
fréquences incluses dans la lumière. Un autre exemple, c'est c'est un peu spécial, c'est le spectre de Rey de l'atome d'hydrogène. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà étudié ce phénomène. Donc, grosso modo, quand un atome d'hydrogène est excité, l'électron passe d'une orbite à une autre. Donc, quand il est excité, il absorbe un photon. Quand on veut exciter un atome d'hydrogène, l'électron passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur en absorbant un photon. Mais quand on arrête l'excitation, l'électron revient à un niveau inférieur en libérant un photon. Et donc, en fonction de l'indice du niveau, ou bien de l'ordre du niveau dans lequel l'électron se trouve et il veut redescendre dans les orbitales inférieures, il y a émission d'un photon dont l'énergie dépend de cette différence entre les ordres des orbites. Eh bien, cette valeur d'énergie dépend essentiellement, ou bien cette énergie contient une fréquence, parce que l'énergie est liée à la fréquence et inversement. Et donc là, on se retrouve avec plusieurs émissions de photons, avec des photons dont chacun a une énergie spécifique, et donc chacun a une fréquence spécifique. Et donc, si on veut faire cette analyse pour déterminer les différentes valeurs d'énergie qui correspondent aux différents niveaux d'orbital, eh bien là, c'est le spectre qui permet de détecter ces types ces valeurs de fréquence. Maintenant, pour revenir au cours, ici, j'ai une tension, d'accord? Si je laisse cette tension comme ça, à la sortie du filtre passe-bas, c'est bon, elle est filtrée, pas de problème. Maintenant, je vais réaliser un échantillonnage. Eh bien, il faut analyser la conséquence de cet échantillonnage. Qu'est-ce que cet échantillonnage va engendrer au niveau de mon signal? Donc, pour faire cette analyse, on aura recours à quelques opérations mathématiques pour comprendre étape par étape les phénomènes qui vont surgir et arriver au spectre. Et là, on va voir ce que c'est que la notion du spectre et quelles sont les fréquences qui apparaissent. Bien, donc échantillonner physiquement ou bien électriquement revient à utiliser un échantillonneur, c'est-à-dire un circuit d'échantillonnage. Mathématiquement, ça revient à une multiplication de mon signal par une fonction de type train d'onde, ce qu'on appelle le peigne de Dirac. Donc, vous voyez ici la fonction, elle a une forme de peigne. Voilà. Donc, ce train d'impulsion, ou bien ce peigne de Dirac, s'exprime par cette fonction P comme peigne, voilà, égale la somme, ou bien la superposition d'une fonction qu'on appelle impulsion de Dirac, prise à des instants. Voilà, là, on retrouve le KTE, c'est-à-dire prise à des instants TE multiples. Si vous regardez de si près les indices de la somme, donc vous avez 0, 1 jusqu'à l'infini, c'est-à-dire T moins TE, T moins 2TE, T moins 3TE. Donc vous avez un décalage temporel qui est uniforme d'intervalle TE. Bien, alors c'est quoi, comment on peut voir le peigne? Et il s'agit